Bien, chers amis, bonjour. Alors nous sommes toujours avec mon ami d'enfance, Monsieur Louis Drey, toujours dans le thème du couple France-Israël, toujours dans cette analyse du mal dans l'universel et toujours dans cette messianisation du monde qui mérite une très profonde analyse. Alors en introduction, je voudrais parler des forces qui pénètrent ce couple Israël-France, en commençant par Israël. Israël est le peuple qui a été le plus pénétré de forces contraires depuis qu'il est né, depuis Abraham Avinu et même avant. Pourquoi ? Parce qu'il est porteur d'un message. Et ce message est un message de paix, un message tout simplement de cohérence, de cohésion et de subordination au Dieu un maître de l'histoire. Et les forces contraires qui, elles, se disent dégagées de ce maître de l'histoire, de ce seul maître de l'histoire, eh bien, elles n'en veulent pas. Elles ne veulent pas de ce couple France-Israël, Israël-Nation. Et donc ces forces-là, qui ont commencé déjà depuis très longtemps, ont été déjà, premièrement, ont inspiré Joseph, lorsqu'il était vice-roi d'Égypte. Il a demandé aux Égyptiens de se circoncire. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris que lorsqu'il y a eu la faute d'Adam Arishon, une partie d'Adam Arishon, certes, est tombée très très bas, même une grande partie d'Adam Arishon est tombée très bas, mais cette partie-là d'Adam Arishon avait la réparation de sa propre faute à faire. C'est-à-dire que véritablement, ce qu'on appelle aujourd'hui le Erev Rav dans la Torah, ce qu'on appelle la tourbe nombreuse, eh bien, descend d'abord, avant tout, de la faute d'Adam Arishon et de Chava. Maintenant, en ce qui concerne Adam, n'est-ce pas, on sait qu'il est resté sans femme pendant 130 ans. Et on sait que ces âmes-là, ces forces-là, ont été jetées, si vous voulez, cette semence a été jetée, n'est-ce pas, aux forces de Lilith. Et on sait que la France, elle, qui est l'Égypte de la fin des temps, puisque dans le mot Tsarfat, nous avons le mot Tsar, qui est la racine du mot Mitzraïm, c'est-à-dire l'Égypte à la fin des temps, eh bien, va récupérer ses forces, comme elle les a récupérées au temps de Moïse et au temps de Pharaon. C'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'est-ce que c'est que le Erev Rav ? Le Erev Rav, c'est, en fin de compte, si je synthétise au maximum, c'est deux forces. Des forces du bien, qui, elles, descendent d'Adam Arishon, mais qui veulent réparer la faute d'Adam, qui a été quelque part avec Lilith, et ceux-là ont été circoncis par Joseph, et Moïse a voulu les récupérer à la sortie d'Égypte, parce qu'il savait que par la circoncision, ils étaient reliés à l'alliance avec Hachem, avec Dieu. Mais il y a aussi les autres qui descendent, les mauvais si vous voulez, qui descendent d'Adam Arishon sans Lilith, avec Lilith, et qui, eux, n'ont pas été circoncis. Ceux-là sont sortis aussi avec ce grand mélange, et ce grand mélange a donné tout simplement les ennemis intérieurs d'Israël. Le but du Erev Rav, dit le Zohar, n'est-ce pas ? Le but du Erev Rav, c'est d'abord de séparer secrètement Israël de son Dieu, Israël de sa Torah, Israël de son identité propre. Et le Zohar parle de Negara. Qu'est-ce que c'est que Negara ? Negara. Nega, ça veut dire une plaie, une maladie, une plaie, Ra, mauvaise. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le Zohar dit, en introduction de ce qu'on va dire là, quelque chose de fondamental. Il dit que le Erev Rav, n'est-ce pas, qui va d'ailleurs ressurgir à la fin des temps de l'histoire, et le Zohar dit que pendant 73 ans, le pays d'Israël sera gouverné par le Erev Rav, par la tourbe nombreuse, n'est-ce pas ? Le Erev Rav qui est la tourbe nombreuse. Merci Louis. Et cette tourbe nombreuse, ce grand mélange qui a été, si vous voulez, issu non seulement de la faute d'Adam Arishon, mais aussi issu du monde de Nimrod, issu du monde de Nimrod, issu de Babel, ce grand mélange-là va tout simplement sortir 5 forces absolument négatives qui s'appellent Negara. Alors je vais citer, c'est dans le Zohar, dans la parashat
Bereshit, à la page 5, pour ceux que ça intéresse, il y a les Negara, ça veut dire les Néphilim, les Néphilim. Les Néphilim, qu'est-ce que c'est? Je cite, ce sont des anges qui sont déchus par la débauche sexuelle. Des anges déchus par la débauche sexuelle. Vous avez aussi les Giborim, qui sont portés par l'ego, par le monde du pouvoir, voyez, par leur propre égocentrisme. Ils se sentent le maître de l'histoire. Et ce sont ceux-là qui particulièrement ont fait fauter le peuple d'Israël. En disant, tu as autant de pouvoir que Dieu. Et donc, à partir de ce moment-là, puisque Moïse n'est pas là, alors créons le veau d'or. Il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et nous. À partir de ce moment-là, créons le veau d'or. Et donc, c'est un ego démesuré. Le troisième point très important, ce sont les Réphaïm. Les Réphaïm, vous voyez, ce sont des forces qui refusent la Torah d'Israël, qui refusent le message divin dans ce monde, qui refusent absolument l'étude de la Torah, y compris de la Torah de la délivrance. Et le Messie, le fils de David, quand il sortira, quand il sera révélé, Bezrat Hashem, à notre génération, il aura un problème très important, y compris avec certains dits religieux, qui, eux, ne comprendront pas du tout la Torah de la délivrance, qui est la Torah que Adam, avant la faute, avec Ève, bien entendu, avec sa femme, avait reçue. Ils ne comprendront pas du tout les premières étapes de la loi. Donc, quatrième point, ce sont les Anakim. Les Anakim, ce sont des gens qui sont aussi contre la Torah, mais qui empêchent tout simplement de vivre, de respirer. Vous voyez, c'est comme un collier, disent nos maîtres, dit le Zohar, qu'on a autour du cou. Et ce collier nous serre jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Et la cinquième force, évidemment, ce sont les forces amalécites. Et les forces amalécites, elles veulent détruire physiquement Israël de manière à l'empêcher de faire sa mission. Voilà. Nous sommes donc ici gangrénés par des forces aujourd'hui, n'est-ce pas? Il faut comprendre une chose, avant de passer la parole à mon ami. C'est que le Erev Rav, la tour nombreuse qui est sortie d'Égypte, n'est pas la seule qui est sortie d'Égypte pour attaquer Israël et pour l'espionner. Il y a eu des espions, on l'a déjà dit de nombreuses fois, de Pharaon. Paro qui est l'impureté même, l'Égypte qui est arrivée au sommet de sa propre impureté, n'est-ce pas, au moment carrément où ils étaient sur le point de dominer toute la terre, un peu comme aujourd'hui avec nos élites, eh bien à ce moment-là Dieu envoie les plaies. Et on voit Moïse. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand est-ce que le Messie, Moïse, arrive? C'est que lorsque les forces espions, les forces Erev Rav, le grand mélange, les forces ennemies du plan de Dieu, sont tout simplement portées à dominer le monde, à dominer carrément la création. Et à partir de ce moment-là, retournement de la situation, et automatiquement, on arrive au bien. Du mal sort le bien. C'est de l'obscurité la plus profonde, dit le Ramchal, que sortira la lumière. Voilà, je passe la parole à mon ami. Alors moi aussi je vous salue. Plus fort. Et on a essayé de raccourcir le maximum le temps pour nous retrouver, puisque nous avons eu une communication qui semble-t-il a été satisfaisante la dernière fois, au vu des réponses que nous recevons par mail. Donc nous avons décidé de continuer une fréquence beaucoup plus rapprochée. Alors il y a quand même quelque chose que je voudrais souligner, c'est que par rapport à ce que disait mon ami Fabien Mouchet, aujourd'hui c'est un moment très important pour nous dans le peuple juif, puisque c'est Rosh Chodesh Av. Qu'est-ce que c'est Rosh Chodesh? Il y a un calendrier hébraïque qui ne correspond pas au calendrier grégorien. Et pour nous, il y a une division qui est différente. Aujourd'hui, nous entamons un mois du calendrier hébraïque qui s'appelle Av. C'est un mois redoutable pour le peuple juif, puisque le plan divin de l'histoire nous a conduit à comprendre qu'il y avait une sanction divine pour la
manière dont Israël se comportait, puisque les deux temples ont été détruits le 9 Av. Au crépuscule, au soir. C'est pour ça que dans le judaïsme, si nous observons un jeûne solennel pour ce jour-là, qui est un jeûne terrible, puisque, en fin de compte, les deux temples qui ont été détruits, ce sont les deux temples du peuple juif, c'était à Jérusalem, c'est d'accord, mais c'était les temples de l'humanité. C'était les temples de l'unité humaine. Et nos maîtres disent que si les nations savaient ce qu'elles ont perdu avec la destruction de ces deux temples, eh bien elles courraient pour les reconstruire. Et je veux faire allusion à ce lien dont Fabien Mosché parlait, ce lien profond entre la destinée d'Israël et celle de la France, c'est que le grand conquérant romain qui a détruit le temple de Jérusalem, Titus, eh bien, beaucoup de gens, même ici, ne le savent pas. Il a été enterré en France, dans la banlieue de Lyon, qui s'appelle Vienne. Il y a effectivement une ville qui s'appelle Vienne, dans la banlieue de Lyon. C'est là, d'après nos traditions, que Titus a terminé sa vie. Donc, c'est pas pour rien, quand on a la foi, de voir que des détails de l'histoire sont analysés pour comprendre le lien entre les nations. C'est ce qui fait que Fabien Mosché vous disait que la France incarne aujourd'hui l'Égypte primordiale d'où sont sortis le peuple juif pour aller vers la terre que Dieu leur désignait. Eh bien, premier élément, c'est que à cette articulation de l'histoire qu'a été les deux septennats de François Mitterrand, c'est un homme qui était profondément fasciné par l'Égypte et sur la fin de sa vie, il a confié « Je ne me trouve bien qu'au pied des pyramides » et d'ailleurs je crois que son dernier Noël, il l'a passé en Égypte. Son dernier week-end aussi. Au début de son mandat, la seule chose qu'il a trouvé à faire d'important comme travaux, c'est de faire construire la pyramide du Louvre. Et on sait très bien, dans la symbolique de la civilisation égyptienne, que représente la pyramide. Donc, c'est très, très interpellant, nous disant que nous étions profondément liés dans notre destin. Alors, pourquoi souligner tout ça? C'est parce que, en fin de compte, nous sommes confrontés à la même problématique à la fin des temps. À la fin des temps, des forces occultes qu'on appelle une oligarchie financière, mais qui sont guidées également par des objectifs de domination mondiale, eh bien, veulent aller à la conquête des peuples pour faire ce que les Égyptiens n'ont pas réussi avec le peuple juif, c'est-à-dire mettre l'humanité en esclavage. C'est un plan, je vous le dis sincèrement, ayez confiance, qui ne se réalisera pas. Il y a eu, dans l'histoire ancienne, un roi qui s'appelait Nimrod. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de la tour de Babel. La tour de Babel, bien sûr, pour les bébés, c'était des ouvriers qui construisaient, qui s'élevaient, mais qui n'arrivaient plus à communiquer, qui ne se comprenaient plus. Et c'était la cause de cette destruction. Mais en fait, le sens profond, c'était que l'humanité, à ce moment-là, sous la conduite de Nimrod, voulait s'ingérer dans les sphères célestes et prendre la place du plan divin. Alors vous me direz, mais comment pouvait-il? Il pouvait. C'est ce que nos élites tentent de faire aujourd'hui, c'est couper l'homme de sa transcendance. Coupant l'homme de sa transcendance, il devient un esclave et un animal guidé que par des désirs matériels. Il perd tout repère et aujourd'hui, j'ai lu une intervention de Charles Grave, que vous connaissez bien en France, qu'on ne peut pas taxer de complotiste. C'est un homme qui est souvent interviewé par des médias. Il a dit « L'élite financière mondiale veut conduire
à une dictature qui, derrière elle, conduirait à l'esclavage de l'humanité. Alors, je vais appuyer ce que je dis par des éléments très profonds. J'ai sous les yeux un rapport qui a été préparé par des élites qu'on appelle les Illuminati. Nous ne donnerons pas de nom, parce que c'est le gratin, c'est le Gotha de notre monde politique, financier, qui se cache derrière ces élites. Et que vous le sachiez, c'est pour ça que vous restez souvent consternés par l'action du politique dans notre monde qui n'arrive pas à trouver les solutions adéquates. C'est parce que ces gens ont un agenda à respecter qui leur a été donné puisqu'ils ont été mis en place. Ils doivent renvoyer l'ascenseur. Et bien souvent, ces élites s'arrangent à mettre en place des hommes, qu'on peut parler vulgairement, qui ont des casseroles, de manière à pouvoir les faire chanter si, par inadvertance, ils voulaient changer de route. Alors, j'ai eu sous les yeux un rapport qui a été publié par ces élites. Et nous allons évidemment, pas en une émission, mais en plusieurs, évoquer ces points et les commenter. Ça correspond totalement à l'éruption de violence que vous avez vue en France, qui ne s'était jamais vue. Il y a eu des désordres de grande envergure, mais là, on a atteint le sommet. Derrière ce qui s'est passé en France, et imaginons que ça se reproduise, il n'y aurait plus qu'une alternative, la loi martiale et l'armée, parce que on friserait la guerre civile. Mais cette situation de chaos, elle est organisée. Elle est organisée par les élites. C'est pour ça que certaines élites. Certaines élites. C'est pour ça que je voulais mettre l'accent à ma dernière intervention sur des stratégies parallèles de domination mondiale qui s'appuient l'une sur l'autre. La première, l'oligarchie qui vient des milieux de la haute finance et qui sont à Wall Street. Et de l'autre côté, et qui ont l'objectif que vous voyez sur le billet $1, The New Order of the World, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial, là, en termes de ce qu'on nous inculque depuis des années, une société globalisée. Et de l'autre côté, il s'appuie sur un islam politique qui veut la conquête messianique du monde, puisque l'islam c'est soumission, et dans sa doctrine, la charia, c'est d'appliquer l'avancée vers le Dar el-Shar, c'est-à-dire la maison de l'islam. Il y a une maison qui est conquise, on passe à la suivante. C'est pour ça que je vais vous dire une chose. En ce qui concerne l'islam politique, il n'en a même pas terminé avec ce qu'ils appellent Andalous, l'Espagne. Pour eux, à partir du moment où ils ont occupé l'Espagne et qu'il y a eu cet âge d'or, ils doivent revenir en Europe, reconquérir ces terres. Mais Charles Martel, en 732, a bien arrêté les Arabes à Poitiers. Et là, une ironie de l'histoire, ils sont revenus par le biais de cette stratégie que mène le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire d'inonder littéralement, de faire exploser littéralement par l'émigration les sociétés occidentales, de manière à casser la colonne vertébrale de ces peuples. Et pour arriver à cet objectif, je finis, c'était la dernière pierre sur cette architecture, c'était la création de cet ordre européen qu'on appelle Maastricht, avec ses commissions et ses élus, ces personnages politiques non élus et qui se substituent à la volonté des peuples et à leurs dirigeants qui sont eux-mêmes nommés par les peuples. Autant dire que ces dirigeants n'ont plus aucune... Je vous donne un exemple, et vous l'avez sous les yeux. L'Europe est entraînée aujourd'hui dans un conflit qu'elle ne devrait pas mener, puisque la Russie les approvisionnait
très facilement en gaz. L'économie allemande est asphyxiée, mais parallèlement, c'est maintenant vers les États-Unis, vers les gaz liquéfiés, ou le schiste, ou les gisements de schiste, qu'on va aller chercher ces matières premières qui vont coûter beaucoup plus cher à l'Europe et qui vont l'aliéner à la puissance de ces milieux dont j'ai parlé. Tu voulais dire un mot? Oui, je voudrais revenir un peu sur le grand mélange qu'on a vu en Israël à la sortie d'Égypte, avec le peuple hébreu, qu'on le voit aujourd'hui en Israël moderne, ce grand mélange, c'est-à-dire véritablement toutes ces âmes qui descendent d'Adam Arishon après la faute, et qui, une partie d'entre eux, ce sont les bons, si vous voulez, ont accepté la circoncision du temps de Joseph, et les mauvais, entre guillemets, qui n'ont pas accepté, qui ont perduré pendant toute l'histoire d'Israël de manière à l'imbiber de forces négatives, on retrouve exactement cela en Europe et dans l'Occident aujourd'hui. Si je prends le problème de l'immigration en Europe, et pas seulement en France, mais dans l'Europe entière, eh bien, il s'agit tout simplement de ce, entre guillemets, grand mélange, ce Erev Rav, mais pour les Européens, pour le couple notamment, mais pas seulement, mais notamment franco-israélien, Israël-France, de manière à tout simplement faire briser de l'intérieur l'identité nationale et l'identité des peuples. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui a été prévu en Israël depuis Moïse, depuis 3500 ans, enfin, en filigrane, a été en filigrane vécu par les peuples sans qu'ils le savent, depuis le temps biblique jusqu'à aujourd'hui, avec une accélération aujourd'hui de ce qu'on appelle aujourd'hui ce grand mélange, ce qu'on appelle la nouvelle immigration, les immigrants. Eh bien, ces immigrants-là ont une fonction. C'est tout simplement de déstructurer de l'intérieur. Parce que tous les immigrants ne sont pas mauvais, bien entendu. Comme il y a eu de très bons Erev Rav, grand mélange, il y a aussi de très mauvais grand mélange. Mais la partie mauvaise de ces immigrants, évidemment, ce sont pas tous les immigrants, bien entendu, mais cette partie mauvaise, va pénétrer les États de manière à les déstructurer de l'intérieur par la violence, par le vol, par l'incendie, par la drogue, par tout ce que vous voulez, de manière à tout simplement détruire l'identité individuelle et collective des peuples et des familles. Et d'ailleurs, je voudrais compléter, pour que le tableau soit complet, c'est que, effectivement, l'Amérique, le peuple américain, dans son essence, n'est pas responsable de ce qui se passe. C'est bien une oligarchie financière. Car j'ai eu la chance d'écouter un écrivain américain il y a peu de temps, qui a sorti un livre en France, et il m'a laissé bête. Il a dit, sachez que je me pose la question si l'Amérique telle qu'on la connaît existera dans 20 ans. Le journaliste de TV5, Patrick Simonin, il a dit, mais jusqu'à là, il a dit oui, nous sommes au bord d'une guerre civile. Alors comment on est arrivé là? Je vais vous dire une chose. Dans ce travail qu'on appelle Fabien Mouchet du Serpent, qui était en fait l'idéologie du Parti démocrate, c'était d'inonder les États-Unis des migrants venant des pays sud-américains, d'une pauvreté totale, et casser l'identité blanche des républicains. Donc, en fait, c'est un combat cosmique, si on peut dire, puisque ce qui est en présence aujourd'hui, c'est entre le bien et le mal. Ça n'a plus rien à voir avec ce que, il y a 50 ans, nous perdions en conjecture, qu'est-ce qui était le meilleur, des doctrines de gauche socialiste, où nous avons tout dépassé. Nous sommes dans une guerre de survie de civilisation. Exactement. Puisque en Israël, comme en Amérique et comme en Europe, et vous voyez bien que ce que je dis, c'est pesé. Vous avez Viktor Orban qui s'exprime et que j'admire beaucoup, qui est inflexible sur la doctrine de l'immigration.
il a bien dit à Bruxelles, à la tribune, nous sommes des sociétés judéo-chrétiennes, ce n'est pas du racisme, nous ne pouvons pas ouvrir nos frontières à une immigration pareille. Parce que la France est un pays d'accueil, elle avait accueilli dans les années 70, au moment où elle avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre, une immigration nord-africaine qui s'est bien intégrée, mais les données ont changé. Si on connaît le livre de certaines bâtilleurs arabiens, quand des pays pétroliers ont dû ouvrir les robinets après la guerre de Kippour, de 73, où on a imposé à la France une immigration sans intégration. Donc, vous voyez où on est arrivé. Et donc, c'est, en fait, cette action qui sert la première composante du nouvel ordre mondial, à savoir briser l'unité des peuples. Et, en fin de compte, on ne peut pas demander à ceux qui sont responsables de cette politique de retrouver les possibilités de rectifier le chemin dans lequel mortifère s'est engagée l'Europe. C'est une révolution de fond en comble. Et vous comprenez bien, parce que les médias ne traduisent pas ce qui se passe, c'est ce qui se passe en Israël. Derrière ce qu'on veut faire avaler à l'opinion israélienne ou internationale, c'est la démocratie qui est en danger. Mais quelle démocratie quand le pouvoir politique n'a plus les moyens d'action, étant noyauté par une cour suprême qui est elle-même manipulée par l'étranger. Comment Benjamin Netanyahou doit maintenant voyager aux États-Unis pour entendre du président des États-Unis « Arrêtez votre réforme, arrêtez votre... » Mais en quoi ça les dérange? Mais je vais vous dire en quoi ça les dérange. Parce que c'est très clair. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? C'est très clair. Les Américains ont regretté ce plan de partage et de voir un Israël qui rayonne au Moyen-Orient aujourd'hui, qui est devenu une puissance régionale, technologique et militaire. Ce qu'ils veulent, c'est la ramener à la portion congrue. Et pour ça, eh bien, ils veulent tailler dans le vif, soi-disant sous un altruisme des droits de l'homme, de donner un État palestinien. Alors, il faut mettre une carte sur la table et savoir qu'un État palestinien de ce genre, avec l'expérience que nous avons eue à Gaza, qui est devenu un État terroriste, ça serait un État dont les frontières seraient à 15 km de l'aéroport Ben Gurion. Et autant dire que si nous nous sommes trompés, c'est un suicide national. Alors, je voudrais, pour appuyer tout ce que nous avons dit, vous livrer quelque chose qui était vraiment bouleversant. C'est le plan d'action qui a été mis par ces élites et que je vais vous dévoiler. Et voilà ce qu'ils écrivent. Cette nouvelle conception économique nous aidera à accélérer le déclin des nationalistes. Alors, ces notions économiques, c'est lesquelles? C'est le libre-échange. Hein, c'est-à-dire l'ouverture des frontières aux marchandises et aux hommes. Et aux capitaux. Et aux capitaux. Voilà. Alors, cette nouvelle conception économique nous aidera à accélérer le déclin des nationalités de toutes les nations, à les isoler en factions diverses et au moment voulu, à les opposer farouchement les uns contre les autres dans des guerres intestines qui achèveront de ruiner ces nations. Pour nous assurer à tout prix de la réussite d'une telle entreprise, faisons en sorte que nos agents déjà infiltrés dans les ministères des Affaires intergouvernementales et de l'immigration des États-nations fassent modifier en profondeur les lois de ces ministères. C'est ce dont s'acharne depuis 20 ans en Europe avec Maastricht et toutes les directives de von der Leyen pour justement, à chaque fois qu'un État veut se protéger, ah ben non, il faut sauver la doctrine de la respectabilité du droit européen des individus, des droits humains. Ces modifications viseront essentiellement, écoutez bien là, à ouvrir les portes des pays occidentaux à une immigration de plus en plus massive à l'intérieur de leurs frontières, immigration
que nous aurons d'ailleurs provoqué en ayant pris soin de faire éclater ici et là des conflits locaux. Donc vous voyez bien, ce que vous vivez, ce n'est pas accidentel. Ce sont, par des campagnes de presse bien orchestrées dans l'opinion publique, des États-nations ciblés. Nous provoquons chez eux et chez celles-ci un afflux important de réfugiés qui aura pour l'effet de déstabiliser leur économie intérieure et de faire augmenter les tensions raciales à l'intérieur de leur territoire. Nous verrons à faire en sorte que des groupes d'extrémistes étrangers fassent partie de ces afflux d'émigrants, ce qui facilitera la déstabilisation politique, économique et sociale des États-nations visés. Alors, chez vous, c'est très simple, c'est l'islam politique qui refuse les systèmes éducatifs, culturel, les normes d'une société occidentale. Alors, comme je vous l'avais dit, quelques centaines de milliers d'individus n'arrivent pas à changer les données d'un problème. Mais quand on a affaire à des millions, parce que on vous présente toujours les mêmes choses, 5, 6, 7 millions, oh, c'est gérable. Oui, mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'on a déjà attribué depuis 30 ans ou 40 ans à 10, 15 millions d'individus la même nationalité, et que quand on a fait un sondage il y a 2 ans en France pour savoir ce qui était le plus important, c'est là la clé de tout, à savoir les droits de la République ou la Oumma. Qu'est-ce que c'est la Oumma? C'est les juridictions de l'islam, la charia. Eh bien, je vais vous laisser bête, plus de 60%, 70% même, ont répondu la Oumma. Ils n'ont pas dit la charia, ils ont dit la Oumma. C'est-à-dire l'islam qui veut dire soumission avant tout. Alors là, c'est un problème, parce que on arrive à une situation où on est presque à un tiers entre les gens qui en ont donné la nationalité française et les émigrés qui sont en France. Alors, ça peut, sur un laps de temps maintenant très court, de quelques années, changer l'identité de la nation. Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Est-ce que l'Europe va devenir verte ou elle va se ressaisir et redevenir la patrie des droits de l'homme, mais au sens où on l'entendait quand on a sorti les devises égalité, liberté, égalité, fraternité. Elles avaient tout un autre sens. Alors voilà. Ce libre-échange, qui en réalité n'en est pas un, car il est déjà contrôlé par nous, tout au sommet de la hiérarchie économique. Noyautons-le en 3 commissions latérales, celle de l'Asie, de l'Amérique et de l'Europe. Il nous apportera la discorde à l'intérieur des États-nations par la hausse du chômage reliée aux restructurations de nos multinationales. C'est pour ça que plus personne ne comprend rien. C'est un chaos général organisé dans le monde, et où que vous tourniez la tête, ce sont les mêmes problèmes qui surgissent. Car le chaos a été préparé. C'est pas quelque chose qui est sorti spontanément. Transférons... Je voudrais intervenir là une minute. Juste un point. Transférons lentement mais sûrement, très important, nos multinationales dans de nouveaux pays acquis à l'idée de l'économie de marché, tels que les pays de l'Est, de l'Europe, en Russie, en Chine, par exemple. Nous en fichons bien, pour l'instant, si leur population représente un vaste bassin de nouveaux consommateurs. Bien sûr, ces gens-là ne vont pas être des consommateurs. Le but de l'opération, c'est que ces multinationales ramènent sur les marchés intérieurs européens ou occidentaux des produits à bas coût de main-d'œuvre qui, en vont détruire l'emploi local. Je vais vous faire une confidence, j'ai été il y a quelques jours, puisque maintenant, dans un monde globalisé, on a les mêmes chaînes, on a Carrefour, on a Ikea, on a tout en Israël. Je suis allé chez Ikea. Tous les rayons de la literie, j'ai voulu voir où c'était fabriqué. Tout vient du Pakistan. J'ai pas vu même un article de Roumanie, de Pologne, tout est du Pakistan. Alors, où c'est du Pakistan, où c'est de Chine, alors, où est l'emploi? Donc, c'est pour ça qu'on est en train de brandir le salaire universel.
Parce qu'on sait qu'on va laisser sur le bord de la route des dizaines de millions de gens qui ne seront plus intégrés dans une société industrielle. Alors je voudrais quand même intervenir ici parce que un des éléments fondamentaux, on apprend ça à la fac, à l'université, en économie, du capitalisme libéral, c'est la libre propriété. La liberté d'avoir tout simplement ce qu'on appelle les biens d'usage. Et donc, ce que les marxistes séparent, les biens d'usage, des biens commerciaux, des biens d'échange. Et nous, au niveau des biens d'usage, nous avons d'abord, avant tout, l'immobilier. Or, maintenant, si vous avez écouté les dernières informations, il est question tout simplement de nationaliser la propriété privée. C'est-à-dire de la rendre tout simplement, de l'étatiser, d'empêcher tout simplement monsieur tout le monde, monsieur Durand, monsieur Fabien, monsieur ce que vous voulez, eh bien d'avoir son propre appartement. C'est ça qui est en jeu. Et ce qui est maintenant de plus en plus important, c'est que par le jeu des taux d'intérêt, on essaie tout simplement de raréfier, si vous voulez, la demande, parce que ça coûte trop cher, et de manière à tout simplement faire en sorte qu'on va inféoder les peuples, et cette féodalité des peuples va entraîner la perte de la propriété privée. C'est déjà prévu dans leur plan d'ici 2030. C'est-à-dire, c'est pas attention, il faut bien se réveiller. Il faut bien comprendre ce qu'on est en train de vivre là. La fin de la propriété privée. Alors, au niveau des communistes, c'était la fin de la propriété privée des moyens de production, au niveau des marxistes. Mais nous, on va vivre non seulement la fin de la propriété privée des moyens de production, de toute façon, elle n'existe plus, puisque ça a été tout simplement déployé dans d'autres sphères mondiales, notamment en Asie. Mais ce qui est très important, c'est que là aussi, au niveau de l'immobilier, au niveau de l'héritage, au niveau du droit des concessions, etc., il va y avoir tout simplement une sorte d'étatisation de manière à ce que chacun puisse avoir de quoi manger, comme a dit mon ami Louis, le revenu universel, c'est une sorte de minimum vital, et chacun sera heureux, aura chacun tout ce qu'il voudra, mais il ne possédera plus rien. Il ne possédera plus rien. Ça veut dire ça fait partie de l'esclavagisation du monde, et de la fin de l'identité. Donc, un autre point très important, c'est évidemment la monnaie. La monnaie est un instrument non seulement d'échange, mais c'est un instrument aussi de réserve de valeur, dit Keynes, pour ceux qui connaissent un peu. Et la monnaie qui va devenir une monnaie, disons, virtuelle, qui est de plus en plus monnaie virtuelle, on va retirer bientôt la monnaie scripturale, ça veut dire les chèques, etc. On va retirer la monnaie fiduciaire, les billets, etc. Mais la monnaie métallique aussi va être tout simplement abolie, les pièces, etc. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on aura ? On aura un numéro dans une carte qui sera tout simplement contrôlé par ces gens-là qui sont manipulés eux-mêmes par ses propres manipulateurs, qui eux-mêmes sont manipulés par leurs propres manipulateurs, et cela presque à l'infini, jusqu'à retrouver les élites, qui sont les élites extrêmement cachées, et qui sont quelques centaines de personnes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous allons vivre une sorte de déshumanisation monétaire. Et cette déshumanisation monétaire, le fait d'avoir des liquides, eh bien, je vais pouvoir absolument, d'une manière non contrôlable, non contrôlée, acheter une paire de chaussures, ou acheter un réfrigérateur, ou acheter une télévision, parce que j'en ai besoin. Mais à ce moment-là, avec ma carte, ce ne sera plus des cartes de crédit comme on a maintenant, ce sera beaucoup plus fin, ce sera tout simplement un traçage à travers un code d'accès qui fait que automatiquement, si vous êtes un mauvais payeur ou un mauvais citoyen par rapport à l'ordre des choses, vous m'avez compris, eh bien on va vous retirer ce code et vous ne pouvez plus rien faire. C'est-à-dire véritablement, là, nous sommes en train de rentrer en Égypte, mais d'une manière tout à fait totale. Or, et c'est pour ça que j'ai voulu intervenir maintenant, c'est à ce moment-là, dit le Zohar, c'est à ce moment-là que Dieu intervient. C'est-à-dire que lorsqu'on est au bout des fins fonds de l'obscurité, ce qu'on appelle dans les Zohar le Théom Rabbah, et j'en parlerai les prochaines fois, si Dieu veut, eh bien, lorsqu'on arrive à ce niveau-là
de perception de l'histoire, où l'homme est complètement entré dans un obscurantisme éhonté, mortifère, où la famille n'a plus de sens, où on a déjà dit l'autre fois, le wokisme, etc. C'est-à-dire tout cela qui va tout simplement déshumaniser l'être humain. Dieu va dire ça suffit. Basta, comme on dit. Ça suffit. Arrête. Et c'est ça qui va se passer. Et cette guerre de Gog et Magog qui s'annonce, c'est tout simplement le stop, le deuil de l'histoire, comme on l'a dit l'autre fois avec Louis, du prophète Élie. Parce qu'en fin de compte, il y a une pédagogie de l'histoire dans le judaïsme que moi-même j'ai appris et que peu de gens connaissent, qui est révélé à Jérusalem, c'est que dans l'imbroglio de tout ce que nous vivions depuis des années, je me posais la question comme vous, mais où sont les solutions? Il n'y a plus de solution politique. Eh bien c'est très clair. J'ai parlé un jour avec un grand maître, Léon Ashkenazi, appelé Manitou à Jérusalem, qui était un très grand rabbin venant d'Algérie, et il se faisait par coïncidence que nous habitions le même boulevard à Oran, et qui m'a dit, mais ce que le peuple juif a vécu, et ce que nous récitons dans nos synagogues, tous les Shabbats, tous ces épisodes de cette libération d'Égypte jusqu'à la délivrance de la terre promise. Eh bien, avec tous les combats qui ont été menés pendant 40 ans, c'est ce que l'humanité va vivre. Absolument. Il y a un microcosme et il y aura un macrocosme. Exact. Ce qui veut dire, c'est qu'il ne faut pas perdre espoir. La mer Rouge que le peuple juif a affrontée et qui s'est ouverte devant les troupes de Pharaon va s'ouvrir pour l'humanité. Et comment peut-on traduire ça? Eh bien, chez les chrétiens, on dit d'autres cieux surgiront. Ces autres cieux, c'est quand les forces du mal seront détruites, car elles seront anéanties. Absolument. Et je vais vous dire comment. Toutes ces forces, elles reposent aujourd'hui sur une oligarchie. Cette oligarchie, elle s'appuie sur une monnaie qui s'appelle le dollar. Ce dollar, ça a été l'arme de cet empire pour dominer le monde. Mais il porte également un code secret. Ce code secret, c'est 240. Pour nous, en tant que juifs qui connaissons la correspondance des lettres et leur signification, c'est exactement ce qu'on appelle en guématria hébraïque le mot Amalek. Les forces du mal qui ont voulu empêcher Israël à chaque étape de la sortie du désert d'atteindre la terre promise. Oui, maintenant, elles attaquent la France. Il faut bien comprendre. Mais c'est des forces secrètes qui, aujourd'hui, attaquent la France. C'est ça. Pour la détruire. Exactement. Pour la détruire. Parce que, comme disait Fabien Moshe, c'est vrai que ce qui se profile, ça sera la carte universelle, le salaire universel. Mais il sera couplé, et vous l'avez laissé sous-entendre, mais je précise, à une identification numérique. C'est-à-dire que c'est très grave, là encore. C'était déjà très grave d'être un numéro pour toucher un salaire et être mis sur le rebord, le bas-côté de la société. Mais c'est que si on n'est pas un bon élève, et si on a le malheur de s'écarter de la voie, comme disait Orwell dans son livre 1984, on le rappellera à l'ordre en lui suspendant ses paiements. Parce que tout sera tracé. Voilà. Alors, je reprends les derniers points que je voulais. Bon, aujourd'hui, il y en a de nombreux, mais aujourd'hui, on va se limiter à ça. Quant aux populations occidentales, elles seront entretenues dans le rêve du bien-être économique, car les produits importés de ces pays, ne subiront aucune hausse de prix. Par contre, sans qu'elles s'en aperçoivent au début, et de plus en plus d'industries seront obligées de fermer leurs portes. C'est ce qu'on connaît depuis déjà 40 ans. Oh, plus que ça. Même 50 ans. Leurs portes à cause des transferts que nous aurons effectués, en termes économiques, les délocalisations. Hors des pays occidentaux. Ces fermetures augmenteront le chômage et apporteront
des pertes importantes de revenus pour les États-nations. Effectivement, aujourd'hui, quand on a affaire à ce laminage de tout ce tissu de petites industries qui ont disparu en France et qui ont été remplacées par une concentration vers des multinationales, il faut savoir que les États ne s'y retrouvent pas dans le compte, puisqu'elles ont des paradis fiscaux, elles sont multinationales, voire transnationales, et c'est très difficile de tracer leur direction centrale financière pour savoir exactement leurs revenus, leur capitalisation et les imposer. Autant dire qu'elles ne payent pas d'impôts. Ou très peu. C'est un paradoxe histoire. C'est-à-dire, plus la concentration se fait, plus la destruction, ce laminage s'opère, plus la charge, le fardeau, c'est sur les petits, sur le peuple. Jusqu'à quand on est au stade aujourd'hui de l'overdose d'impôts en France. Ainsi, nous mettrons sur pied une économie globale, à l'échelle mondiale, qui échappera totalement au contrôle des États-nations. Cette nouvelle économie sera au-dessus de tout. Aucune pression politique ou syndicale ne pourra avoir de pouvoir sur elle. Elle dictera ses propres politiques mondiales et obligera à une réorganisation politique, mais selon les priorités à l'échelle mondiale, c'est-à-dire aux ordres de cette oligarchie, de cette synarchie financière qui dirige en secret le monde. Par cette économie indépendante, n'ayant de loi que nos lois, nous établirons une culture de masse mondiale pour le contrôle international, par le contrôle international de la télévision, des médias. Nous instituerons une nouvelle culture nivelée, uniforme, pour tous, sans qu'aucune création future ne nous échappe. C'est-à-dire créer une société décervelée et de crétins. Il ne faut pas avoir peur. Vous avez pu vous-même considérer que, moi qui ai vécu en France, il y avait, même si c'était orienté, il y avait des débats politiques, il y avait tout. Dans les années 70, on assistait encore à ce genre de choses. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors, c'est trop long, donc ça fera l'objet d'une nouvelle émission, dans pas longtemps. Mais avant de nous quitter, et pour montrer, parce que le politiquement correct veut aujourd'hui montrer qu'il y a des complotistes qui veulent effrayer les masses avec des fantasmes, des choses... C'est Valéry Giscard d'Estaing qui l'écrivait. Donc je vous ai parlé de Mitterrand, qui lui-même disait, à la fin de son règne, les Français ne savent pas, c'était en 95 quand il a passé le mandat à Chirac, que nous sommes en guerre, une guerre cruelle. Les Français ne le savent pas parce qu'elle ne fait pas de mort, mais elle est terrible. Voilà ce qu'écrivait Giscard d'Estaing quand il a fini son mandat. La plupart des hommes politiques, grisés par la réussite, ne connaissant pas le plan final, seul le haut de la pyramide le connaît, se font avoir les uns les autres après les promesses d'un monde meilleur, alors que c'est le chaos qui est planifié. La plupart des hommes politiques grisés par la réussite ne connaissent pas le plan final, le haut de la pyramide. Parce que je vais vous dire une chose, ce haut de la pyramide, il y a une stratification des fonctions chez les Illuminati. Il y a le conseil au haut de la pyramide, le conseil des 13. Ce sont les plus hauts de la finance mondiale qui dirigent tout. Et quand on a dit précédemment qu'il y avait une connexion entre la franc-maçonnerie au niveau, je précise bien, du 33e degré et les Illuminati, il y a une passerelle, un pont. C'est-à-dire que des échanges entre les maçons de très haut niveau et les Illuminati, qui sont eux-mêmes des gens de sphère occulte de la finance, de la politique, et qui aujourd'hui, Eisenhower le disait déjà, je vous le dis, en 1954, il avait très peur pour les États-Unis, compte tenu du rôle des États-Unis dans le monde et ce qui s'est déroulé par la suite. Il a dit, je mets en garde contre la puissance aux États-Unis de l'empire
militaro-industriel et de ses connexions, c'est-à-dire finance, avec les grands groupes et les lobbies de production d'armes. Quand on voit aujourd'hui ce gâchis qui est en train de se passer en Europe, et quand on veut réfléchir sur les causes, et s'il n'y avait pas eu moyen d'empêcher une tragédie pareille, un honnête homme est obligé de reconnaître que l'Europe n'avait pas à engager ses hommes, ses finances, et se retrouver dans un engrenage dont on ne sait pas le devenir dans les mois qui viennent. C'est une tragédie qui est là, mais, je vous le dis, le plan d'Albert Pic, haut maçon de 1870, génie, avait prévu pour la haute maçonnerie de rite écossais 3 guerres mondiales pour faire régner le nouvel ordre mondial. Nous sommes dans la 3e phase de l'histoire. Bien, pour conclure, je voudrais rappeler que, évidemment, Dieu est le maître de toutes choses. Que Dieu est derrière, évidemment, ce plan, y compris ce plan maléfique. Parce que tout, y compris le mal, est pour le bien. Que ce soit clair. Tout est pour le bien. Le Zohar est très clair. Il y a de très nombreux passages du Zohar qui en parlent. C'est du mal que sort, si vous voulez, le bien. Ça paraît fou, mais chaque évolution historique des choses qui nous semble à nous perturbantes, déstructurantes, déstabilisantes et mortifères font partie d'un plan. Qui met ces Illuminati, qui met ces élites? C'est Dieu qui les met. Donc il faut bien comprendre que tout ça, en fin de compte, c'est une pièce de théâtre. Yitzhak, comme on l'a dit l'autre fois, il rira. Le fils d'Abraham et de Sarah s'appelait Yitzhak. Il rira. C'est-à-dire qu'en fin de compte, derrière tout ça, il y a une volonté. Ils essaient de détruire le plan, de détruire toute la mosaïque de peuple. Ils détruisent, de détruire tout simplement cette organisation absolument cosmique voulue par le Créateur, de manière à détruire l'humanité et détruire tout simplement l'identité humaine et l'identité nationale. Ils n'arriveront à rien. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement optimiste. Ils n'arriveront à rien du tout. C'est un plan. Et ce plan-là, il est prévu depuis Bereshit. Alors vous allez me dire, alors on ne fait rien? Si, il faut faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord, évidemment, bien s'informer, et devenir de véritables combattants pour le bien. C'est-à-dire, tout simplement, être prêt, aller jusqu'au bout, comme a fait Nachshon ben Aminadav en rentrant dans la mer. Comme a dit Louis, on rentre dans la mer, mais il faut rentrer dans la mer en sachant qu'elle va s'ouvrir. Donc il n'y a pas de peur à avoir. Celui qui a peur, c'est celui qui n'a pas suffisamment d'émouna, ça veut dire de foi en Dieu. Il y a un plan. Ce plan-là est voué au succès. Le plan du mal est voué à sa perdition, à l'échec. Donc il faut être extrêmement optimiste. Merci beaucoup.